Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7 heures à Baramandougou, c'est à 100. Même heure à Ségala, à Kaï. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. Dans l'actualité, première édition de ce mardi 28 février 2023. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 23 degrés ce matin, ciel partiellement couvert, humidité 13%, du vent 10 km à l'heure et la maximale attendue est de 38 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, le projet de constitution fin prêt, il a été remis au président de la transition par la commission de finalisation de l'avant-projet de constitution. Le document compte 191 articles contre 195 dans l'avant-projet et il tient compte de toutes les préoccupations exprimées par les citoyens, précise le président de la commission, professeur Fousseni Samake. Vous l'entendrez dans ce journal. À suivre le grand format avec cette question. Savez-vous que le 28 février est décrété journée mondiale sans Facebook? Eh bien, c'est aujourd'hui. Déconnectez-vous juste pour 24 heures. Une façon de dénoncer le manque de respect des données privées sur ces réseaux sociaux, nous dira Broma Traoré. L'actualité internationale à suivre en pointillé avec Awa Dit Makamara ce matin. Bonjour Awa. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler ce matin? Alors pour le tour d'horizon de l'actualité internationale, nous parlerons de présidentielle au Nigeria et en RDC, de la visite du chef de la diplomatie égyptienne à Damas, du séisme en Turquie et du bannissement de l'application TikTok aux États-Unis. À suivre le développement tout à l'heure. La chronique initiative citoyenne est au menu avec Ousmane Daou qui nous amène à la découverte de bonnes actions de la Fondation pour la solidarité. Enfin, la page des sports avec l'athlète de jour et de nuit, Saragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Saragatou? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Fin hier des matchs de groupe de la CAN des moins de 20 ans en Égypte. Le tableau des quarts de finale nous propose 4 duels de belle facture. La FIFA a récompensé hier les meilleurs de l'année 2022. Lionel Messi est désigné meilleur joueur devant Kylian Mbappé et Karim Benzema. Et comme tous les mardis, nous vous offrons l'insolite du jour. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. C'est parti. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. De l'avant-projet, nous avons maintenant un projet de constitution. Et le document a été remis hier au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, par le président de la commission de finalisation de l'avant-projet de constitution. Sur la forme, dira le professeur Fousseni Samake Seyata, avec des modifications apportées, le nombre d'articles passe de 195 à 191. Quant à l'architecture d'ensemble du texte, elle reste inchangée. En recevant le document final, le président de la transition a rappelé les enjeux de ce projet de constitution dans le contexte actuel de transition politique. Selon le colonel Assimi Goïta, le document final qu'il vient de recevoir cristallisera, à n'en pas douter, l'espoir de la nation entière quant à l'instauration d'une véritable démocratie. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des présidents de certaines institutions de la République. Le reportage est signé Mamari Kone. Après 15 jours de débats et d'échanges, la commission de finalisation du projet de constitution remet le document final au président de la transition. Les 70 membres représentant les institutions de la République, les partis politiques, les confessions religieuses, les organisations de la société civile, les forces armées et de sécurité ainsi que de la diaspora ont passé au peigne fin les 195 articles de l'avant-projet de constitution. Professeur Fousseni Samake, coordonnateur de la commission de finalisation du projet de constitution. Cet examen a abouti à l'adoption d'un certain nombre d'amendements. Les amendements ont consisté, selon le cas, en des suppressions, des reformulations, des ajouts ou des fusions de certaines dispositions de l'avant-projet. Sur la forme, avec les modifications apportées, le nombre d'articles a légèrement diminué. Il est désormais de 191 contre 195
dans l'avant-projet. Cependant, l'architecture d'ensemble du texte est restée inchangée. Sur le fond, dira le coordonnateur, les amendements ont porté sur de nombreux articles, alinéas, phrases ou membres des phrases. Au nombre des changements marquants dans le projet, on peut évoquer, premièrement, la reformulation des articles qui traitent des langues et de la laïcité. Deuxièmement, l'introduction de la possibilité de dissolution de l'Assemblée nationale. Toutefois, ce levier de régulation institutionnelle est fortement encadré dans sa mise en œuvre. Troisièmement, le changement d'appellation de la seconde chambre du Parlement qui se traduit par donc le changement de Haut Conseil de la Nation en Sénat. Quatrièmement, la clarification du sens à donner à la notion de démission entraînant la déchéance d'un parlementaire de son mandat. Précision a été apportée sur le concept de démission. Cinquièmement, le principe de la représentation des Maliens établis à l'extérieur à l'Assemblée nationale. Sixièmement, le relèvement des majorités requises dans la mise en œuvre de la procédure de destitution de certaines autorités. Pour le président de la transition, cette cérémonie est l'aboutissement d'un processus qui s'inscrit dans la démarche du renouveau démocratique inclusif exigé et attendu par le peuple malien tout entier. Colonel Assimi Goïta. Si l'avant-projet de constitution a été accueilli avec beaucoup d'espoir par la majorité des Maliens, il a dans le même temps suscité des interrogations et même des appréhensions chez certains de nos concitoyens. Ceci est de l'ordre normal des choses, car on ne peut jamais avoir l'unanimité quand il s'agit de décider et de faire des choix concernant les questions importantes engageant la vie de la nation. Cependant, soucieux de recueillir le plus possible de consensus autour de ces documents majeurs, j'ai décidé de créer une commission chargée de finaliser l'avant-projet de constitution. L'objectif visé n'était autre que de tenir compte des préoccupations exprimées à différents niveaux en vue de maximiser les chances de rédiger définitivement un texte qui tienne compte des aspirations profondes de notre peuple comme il l'a exprimé au cours des assises nationales de la refondation. Le document final que je reçois cristallisera certainement l'espoir de la nation entière quant à l'instauration d'une véritable démocratie. Pour le colonel Assimi Goïta, les enjeux d'un projet de rédaction d'une constitution dans les moments de rupture politique comme celle que nous vivons actuellement sont de taille. La constitution n'est pas seulement une norme, quand bien même elle se trouve au sommet de la hiérarchie des normes. Elle est surtout et avant tout l'habillage juridique qui est donné à la vision politique du peuple à un moment déterminé de son histoire. Elle révèle comment le peuple conçoit l'organisation et le fonctionnement de l'État, les droits et devoirs des citoyens, ainsi que la justice. Au dire du président de la transition, la base juridique du Mali croit s'est raffermie progressivement, mais l'édifice national ne tiendra qu'avec l'engagement de tous les Maliens. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Nous devrons travailler à assurer la cohésion sociale et à renforcer notre État dont la souveraineté ne devrait désormais souffrir d'aucune limite que celle imposée par le peuple au nom et pour l'intérêt supérieur duquel il exerce la puissance publique. Le développement socio-économique de notre pays sur la base des libres choix du peuple est à ce prix. Fin du travail de conception, il reste à présent le quitus présidentiel et le référendum. Et justement, sur le projet, le président de la commission de finalisation de l'avant-projet de la Constitution, le professeur Fousseni Samaki, était l'invité du JT des 20h hier soir. Il a donné d'amples informations sur certains aspects du projet qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je propose d'écouter un extrait de son intervention. Sur les langues, le nouvel article est ainsi libellé. C'est l'article 31. Les langues nationales sont les langues officielles du Mali. Une loi organique détermine les conditions et les modalités de leur emploi. Le français est la langue de travail. L'État peut adopter toute autre langue comme langue de travail. Vous avez donc, par rapport aux langues, une évolution nette par rapport à l'avant-projet, par le fait que toutes les langues nationales sont érigées en langue officielle. Toutes les langues nationales sont érigées en langue officielle. Donc, il y a
aucune distinction entre les langues nationales. Sur la laïcité, l'article 32, la nouvelle formulation est la suivante. La laïcité ne s'oppose pas à la religion et aux croyances. Elle a pour objectif de promouvoir et conforter le vivre ensemble fondé sur la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle. L'État garantit le respect de toutes les religions, des croyances, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes dans le respect de la loi. Donc il est clairement affirmé dans cet article, la laïcité ne s'oppose pas à la religion et aux croyances. Depuis que le Mali est Mali, la République est déclarée laïque. L'article 1er de la Constitution de 60 dit ceci: la République du Mali est indivisible, démocratique, laïque et sociale. En 68, avec le coup d'État, il y a eu une ordonnance qui a gouverné le Mali de 68 jusqu'à 74, 75, presque 79, qui dit exactement la même chose. Il y a eu la Constitution de 74. L'article 1er de cette Constitution dit exactement la même chose. La Constitution de 92, article 25, la République du Mali est indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Et la Constitution actuelle, son article 118 dit bien: la forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet de révision. Le professeur Fousseni Samaké, qui était l'invité du JT de 20h hier. Sur autre plan, le coût du Hajj 2023 est fixé à 4 116 425 francs pour la filière gouvernementale et 4 675 000 francs pour les agences privées. La direction de la maison du Hajj précise que ce montant est conforme aux réalités du pays d'accueil. Pour plus de précisions sur ces tarifs, objet de débat aujourd'hui, je vous propose d'écouter le docteur Abdou Fattah Sissi. Il est le directeur de la maison du Hajj. Il est au micro de Batraoré. Pour faire le Hajj cette année, avec la filière gouvernementale, il faut débloquer 4 166 425 francs, tout frais compris. Pour la filière privée, c'est 4 675 000. C'est le même prix de l'année dernière qui est maintenu pour les privés. Les coûts de pèlerinage au Mali, c'est très raisonnable. Ce n'est pas trop cher comme certains pensent. Et surtout que les informations circulées sur les réseaux sociaux sont des fausses informations, c'est des textes qui ne sont pas fondés. Le coût des Hajj est fixé par les autorités saoudiennes. Il s'agit de charges qui sont prestations Mina, Arafat, Muzdalifa, qui est à environ 900 000, et des transports terrestres, qui est à environ 300 000, et encore les visas, l'assurance et le piquil mouton, et les autres visites sur le terrain, qui sont aussi environ 300 000. Sans compter l'hébergement et la restauration à Médine et à la Mecque, encore les transports aériens. En 2022, le Mali est cité parmi les meilleurs pays en matière d'organisation de pèlerinage. C'est grâce à l'accompagnement et grâce à l'appui qu'on a eu avec le gouvernement de la transition. Radio Mali à Kaï et environ 92.2 MHz en FM. Un mot de l'actualité régionale, c'est parti depuis hier à Kaï pour la session spéciale de la Cour d'assises. Cette session spéciale comporte 3 affaires inscrites au rôle impliquant 87 accusés, dont 56 détenus. Ces infractions ont un lien avec le phénomène d'esclavage par ascendance. Voyons quelques temps forts de l'ouverture de la session placée sous la présidence du gouverneur de la région avec Balkissa Sadibou Chérif Aïdara de notre bureau régional Ouatem Kaï. Au cours de cette session spéciale qui durera 3 semaines, 3 affaires impliquant 87 accusés, dont 56 détenus, seront soumises à l'examen de la Cour. Ces infractions en lien avec le phénomène d'esclavage coutumier varient entre les atteintes aux biens privés, cas d'incendie volontaire, meurtre, complicité de meurtre, violation de domicile, discrimination, coups et blessures volontaires, vol, troubles à l'ordre public, séquestration, entre autres. Dans son réquisitoire, le procureur général a lancé un message à l'endroit de tous ceux qui refusent d'accepter l'évolution naturelle des droits humains. Amadoun Dibalobo Guindo, procureur général après la cour d'appel de Kaï. Le peuple malien dans son unité, riche dans sa diversité, leur demande de sortir de certaines considérations qui empêchent la vie en symbiose. Je leur demande de saisir l'arc de l'histoire, de le courber, de le tirer au maximum pour jeter derrière la flèche de la haine, du mépris de l'autre. Ceux qui refusent de suivre le courant de l'histoire
seront jugés par l'histoire. Amadou Moro, premier président de la Cour d'appel de Caille. Il revient à tout un chacun de Dieu sa partition dans cette quête de l'équité sociale, afin de juguler les phénomènes criminels plus haut référenciés, et particulièrement celui discriminatoire qui va crescendo dans les régions citées, qui en ont tant besoin pour retrouver la cohésion sociale et le vivre ensemble séculaire, perdu à cause d'une pratique rétrograde attentatoire aux droits fondamentaux de l'homme. Ousmane Traoré, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali. Nous aidons les juges professionnels, nous aidons les assesseurs, nous aidons l'opinion à ce qu'une bonne et saine décision puisse être rendue. La question de l'esclavage par ascendance dans la région de Caille demeure un sujet difficile à aborder, freinant ainsi les actions de développement de la diaspora. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Si jamais cette affaire-là n'est pas prise à bras le corps, ça pourrait avoir un impact beaucoup plus grave encore sur la cohésion au niveau de la région et sur le développement même de la région. La tenue de cette session ne veut pas dire que la justice est sélective, mais le phénomène d'esclavage par ascendance a incité les autorités à donner une réponse judiciaire rapide aux faits connus de tous, dira le procureur général, avant d'inviter les membres de la Cour à prendre des décisions persuasives et dissuasives, les assesseurs de se rappeler des termes du serment qu'ils ont prêté, les acteurs de la justice pénale de persévérer dans l'amélioration de la qualité du travail, sans oublier les avocats dont le métier consiste à aider à la manifestation de la vérité. Caille, Balkissa Sadibou Chérif Haïdara, Sidi Haïdara pour l'ORTM. À présent, le grand format de ce journal. Savez-vous que vous ne devez pas vous connecter ce 28 février sur Facebook? Si vous l'avez déjà fait, eh bien, déconnectez-vous et très rapidement. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans Facebook. À l'initiative d'un groupe d'internautes, la journée vise à dénoncer les manques de respect des données privées sur ces réseaux sociaux les plus populaires du monde avec près de 3 milliards d'utilisateurs. Mais certains ne sont pas prêts à observer cette journée car Facebook a fortement impacté leur quotidien en tant que source d'information et de distraction. En revanche, d'autres se sont définitivement déconnectés de ces réseaux virtuels, non pas sans raison. Journée sans Facebook, un événement méconnu au Mali, c'est l'intitulé du grand format de cette édition signé Bourama Traoré. Une journée mondiale sans Facebook, combien sommes-nous à pouvoir l'observer? Ce médium virtuel est devenu une source intarissable d'informations à laquelle s'abreuvent au quotidien des milliers d'internautes maliens. Bémol, bon nombre d'entre eux méconnaissent cette journée célébrée ce 28 février. Non, je viens de l'apprendre. Il y a une journée internationale pour Facebook. Ça, je n'ai jamais appris ça. Non, je ne suis pas au courant de ça. Non, je n'étais pas au courant. La journée mondiale sans Facebook est une initiative d'un groupe d'utilisateurs. Célébrée depuis 2010, la journée vise à lutter contre l'addiction à ces réseaux sociaux et par la même occasion dénoncer le manque de respect des données privées sur Facebook. Bien qu'ils soient convaincus du bien fondé de la journée, impossible pour Amadou Diané et Nyanya Madoum Touré de l'observer. Franchement, je ne peux pas. Je ne peux pas faire 24 heures sans me connecter à Facebook. Parce que Facebook est pour moi d'abord une source de distraction. Et aussi, au-delà, il y a l'aspect communicatif. À travers Facebook, je peux me renseigner sur l'actualité. Je peux être ouvert au monde extérieur, échanger avec les gens et découvrir beaucoup d'autres choses sur Facebook grâce à certaines pages et à certains liens. Ça me permet aussi de me distraire pendant les temps de pause et d'échanger, d'apprendre beaucoup de choses aussi. J'utilise le réseau Facebook, c'est pour m'informer par rapport à l'actualité. Je faisais souvent des publications, mais maintenant j'en fais moins. Je pense que Facebook, c'est vraiment un réseau très intéressant. On apprend des choses, on fait apprendre aux autres aussi. Facebook est le réseau social le plus populaire du monde, avec près de 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, selon les chiffres récemment publiés. Il n'y a donc pas grand-chose à craindre de la célébration de cette journée, puisque les internautes ne sont pas prêts à se passer de la plateforme, même pour 24 heures, comme Khalifa Sanoko et Mariam Sidibé. Oui, j'utilise le réseau Facebook parce que c'est intéressant. Je peux avoir des renseignements à travers Facebook. En quelque sorte, ça cultive, c'est apprenant. Déjà pour me distraire et quelquefois pour me renseigner sur les actualités et autres. Je me connecte chaque jour. On se connecte à Facebook d'innombrables fois par jour et on apprend à connaître ses amis par les biais virtuels. Quelque chose d'extrêmement important
pour Djamoui Koulibaly. Facebook est très important pour moi. Primo, d'abord, ça me permet de m'informer. Parfois, tu es au travail, tu n'as pas le temps de regarder les journaux, mais le Facebook me permet de rester connecté au reste du monde, mais également de savoir ce qui se passe à l'intérieur de mon propre pays, en Afrique et dans le monde entier. Secondo, sur Facebook, on peut se cultiver. Même si on ne se pose pas souvent des questions par rapport aux tonnes d'informations qu'on publie sur sa vie privée, c'est l'une des raisons d'ailleurs de l'abandon ou de la non-utilisation du réseau par Bakary Soukouna et Moussa Kone. Facebook, je ne l'utilise pas, je l'utilisais, mais je voyais que je tirais moins de profit. Donc franchement, je l'ai abandonné. Moi, particulièrement, je n'utilise pas les réseaux Facebook. Il y a des fausses informations qui passent. Les gens disent ce qu'ils veulent. Donc moi, je trouve que ça, c'est pas tellement intéressant pour moi, quoi. Devenu un automatisme et même une routine pour bon nombre d'entre nous, Facebook est plutôt perçu par Safiatou Kanté comme un couteau à double tranchant. Pour cet internaute, le réseau est devenu un terreau fertile sur lequel pousse la désinformation. Parce que les réseaux sociaux, parce que Facebook est devenu une plateforme sur laquelle tout est publié, de vraies comme de fausses informations. Je peux faire 2 semaines hier connecté réseau là. Cette exception est loin de faire la règle. Preuve, en cette journée mondiale sans Facebook, on sera bien au contraire nombreux à jeter un coup d'œil à son fil d'actualité, s'informer et même liker les statuts et photos de ses amis, comme pour dire à quel point le réseau le plus populaire nous tient. Vraiment, Traoré, merci. Facebook comme une drogue pour certains. Awadit, ma camarade. Bonjour. Bonjour, c'est Liki Dabé. Une journée sans Facebook possible pour vous? Difficile. Vous êtes déjà connecté? Oui, je me suis connectée, je pense, vers 4 heures du matin. En fait, c'est très difficile d'imaginer une journée sans liker, sans poster, sans partager. Difficilement. Eh bien, on est le 28 aujourd'hui. Déconnectez-vous. Sergato Sissé, bonjour. Bonjour, c'est Diki Dambélé. Journée sans Facebook possible pour vous? Non, parce que Facebook fait partie de notre quotidien. Imaginez, un jour sans Facebook, c'est comme un café sans lait. Brahma Traoré, vous avez la réponse à votre question. L'actualité hors de nos frontières, c'est avec vous, Awadit Makamara. Au Nigeria, le nom du futur président connu ce mardi promet le président de l'INEC. Et oui, la course est serrée entre 3 des principaux candidats de l'élection présidentielle nigériane. Le président de l'INEC a promis que la journée de ce mardi devrait se conclure avec l'annonce du nom du 5e président de la 5e République du Nigeria. Et lors du dernier pointage hier soir à 22h, Bola Tinubu, APC et Atiku Abubakar de PDP étaient au coude à coude avec respectivement 6 États et 5 États remportés. En RDC, justement, à Goma, les déplacés s'inscrivent pour obtenir leur carte d'électeur. Dans l'est de la République démocratique du Congo, tous les électeurs ne peuvent pas encore s'inscrire sur les listes électorales et obtenir leur carte d'électeur. Et pour cause, une partie de la province du Nord Kivu est toujours sous contrôle des rebelles du M23. Pour les centaines de milliers de déplacés qui ont fui la guerre et qui s'amassent aux portes de Goma, la capitale régionale, une solution temporaire a été trouvée. Des bureaux d'identification ont été implantés dans les camps. Et parlons de cette visite du chef de la diplomatie égyptienne à Damas. La Syrie sort un peu plus de l'isolement. Première visite d'un ministre égyptien des Affaires étrangères à Damas depuis plus de 10 ans. Le chef de la diplomatie égyptienne est arrivé en Syrie hier. Sameh Choukri a tenu à témoigner de la solidarité de son pays envers la Syrie après les séismes meurtriers du 6 février dernier. Des tremblements de terre qui permettent au régime Assad de réduire progressivement son isolement diplomatique. Parlons du séisme en Turquie. Le président Erdogan demande pardon. Oui, il demande pardon pour les lacunes de l'État. Oui, il demande pardon 3 semaines après le séisme de magnitude 7,8 qui a dévasté le sud-est de la Turquie et fait plus de 44 000 victimes dans le pays. L'heure est au bilan, très critiqué pour leur manque d'efficacité dans les interventions de secours et d'aide. Les autorités turques sont sommées de rendre des comptes. Le président Recep Tayyip Erdogan était en visite dans la ville d'Adıyaman
Oregon, l'une des provinces les plus touchées, pour présenter les excuses de l'État aux populations. On parlait de Facebook tout de suite, Awa Kamara. Maintenant, parlons de TikTok. Eh bien, la Maison-Blanche ordonne aux agences fédérales de bannir l'application TikTok de leurs appareils sous 30 jours. Et oui, les agences fédérales américaines devront s'assurer que leurs appareils ne sont plus dotés de l'application de vidéo TikTok sous 30 jours, a ordonné hier le bureau de la gestion et du budget à la Maison-Blanche. Détenue par l'entreprise chinoise ByteDance, TikTok a été prise pour cible par les législateurs américains qui considèrent l'application comme une menace à la sécurité nationale et avaient interdit son usage sur les appareils des fonctionnaires dans une loi votée fin décembre. Merci Awa Ditma Kamara pour toutes ces informations. Bonjour, Sragatou Sissi. Bonjour, Sidiki Dembélé. Donnez-nous l'heure. Il est 7h26 à Bambara Maoudé et Gorikopela. On se retrouve juste après les jingles. Eh bien, Sergatou, parlons de la CAN des moins de 20 ans Égypte 2023. Les affiches des quarts de finale sont connues. Oui, les débats sont prévus jeudi et vendredi. Le Sénégal, premier du groupe A, croisera le Bénin, troisième du groupe C. L'Ouganda, première du groupe B, affrontera le Nigeria, deuxième du groupe A. C'est d'ailleurs le match phare de ces quarts de finale. La Gambie, première du groupe C, jouera contre le Soudan du Sud, troisième du groupe B. Et enfin, le Congo, deuxième du groupe B, se mesurera à la Tunisie, deuxième du groupe C. La FIFA récompense le meilleur de l'année 2022. Sans surprise, Sragatou, les Argentins raflent 3 trophées individuels sur 7. Ah oui, le meilleur joueur FIFA est Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du Monde avec l'Argentine. C'est la 7e fois que Messi soulève ce prestigieux trophée individuel. 7e fois. Oui, le meilleur gardien est son compatriote Emiliano Martinez. Autre distinction, celle du meilleur entraîneur, l'Argentin Lionel Scaloni. La meilleure gardienne est l'Anglaise Marie Earps de Manchester United. L'Espagnole Alexia Putellas du FC Barcelone est sacrée meilleure joueuse. Le titre du meilleur entraîneur foot féminin est attribué à la Hollandaise Sarina Weigman à la tête de l'équipe nationale d'Angleterre. Le prix Puskás, récompensant le plus beau but de l'année, est revenu au Polonais Marcin Oleski. Voilà. Et le trophée de l'insolite du jour est décerné ici à Sragatou Sissi. Merci. Alors, nous sommes Sragatou à l'intérieur du pays pour l'insolite du jour. Un match est gagné de façon miraculeuse par une équipe. Et cette victoire a fait le tour de la ville. Vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout, Sragatou. C'est un match qui oppose chaque fin d'année les enseignants et les élèves sous forme de gala. Alors, les enseignants n'ont jamais battu les élèves. À chaque fois, le score est lourd, nous signalent nos sources 8-0, 12-0 et 15-0. Le hic est que les enseignants ne touchent jamais ne touchent même pas le poteau. Tout commence par un dit-on. Les enseignants décident de sauver l'honneur. Ils gagnent 1-0 sur penalty. Et ce penalty restera dans les annales. Il a été tiré plusieurs fois avant la délivrance. La première fois, l'arbitre estime que le gardien a quitté la ligne. La deuxième tentative est similaire à la première. La troisième fois, le gardien capte le cure étant dégonflé. Alors, l'arbitre annule la sentence et fait reprendre l'action avec un autre ballon en bon état. Le tireur marque enfin à contre-pied. Les enseignants triomphent et, vous l'aurez compris, un penalty tiré 4 fois. 4 fois. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. Ouais, l'important, c'est la victoire. La Fondation pour la solidarité a été créée pour permettre aux forces de défense et de sécurité de bénéficier des conditions favorables en cas de disparition ou d'accident sur le théâtre des opérations. Cependant, après quelques années d'existence, elle peine à démarrer convenablement ses activités pour le bien-être de ses adhérents. Découvrons ensemble la Fondation pour la solidarité dans la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Dao. Organisme étatique créé en 2017, la Fondation pour la solidarité contribue à la mise en œuvre de la politique sociale en faveur des forces de défense et de sécurité, de leurs familles, de leurs ayants droit dans les domaines de l'éducation, de la santé, du logement et de tous les secteurs jugés nécessaires pour leur bien-être.
Mais depuis sa création, elle peine à trouver sa vitesse de croisière à cause de plusieurs difficultés. Contrôleur général Djelika Diallo, secrétaire exécutif de la Fondation pour la Solidarité. Les difficultés sont d'ordre financier. Je pense que je n'apprends rien à aucun Malien tout ce que les militaires et leurs familles vivent aujourd'hui. Et tous les jours, cette liste s'actualise, puisque c'est un terrain très très vaste. Les besoins sont énormes. Nous faisons ce que nous pouvons. Mais ça ne suffit jamais. On avait des parts au niveau des textes de création. Nous avons proposé les textes à la relecture. La procédure administrative étant ce qu'elle est, ça prend un peu de temps. Et la difficulté se fait au niveau des organes de gestion et d'administration. Et il est composé de 9 ministres. Imaginez-vous, c'est vraiment difficile par rapport à la réalisation, à la mise en œuvre de toutes nos stratégies. Tout ce que nous proposons doit être validé par cette instance de gestion et d'administration. Et c'est ce qui fait que notre stratégie de mobilisation de fonds est toujours très très lourde. Au-delà, elle œuvre tant bien que mal pour que chaque Malien et Malienne fasse sienne la Fondation malgré ses maigres ressources. Pour le moment, que la subvention est active. Et sachant que la Fondation par essence, c'est vraiment la mobilisation de fonds, nous voulons avoir des partenaires qui puissent nous accueillir. Mais avant tout, l'objectif principal aujourd'hui pour nous, faire de la cause des militaires une cause nationale. Chaque Malien se sent concerné par la cause de la Fondation. Et que ce soit vraiment patriotique, que chaque Malien ait à faire l'appui aux militaires. C'est pourquoi la Fondation pour la Solidarité multiplie les initiatives dans le domaine de la solidarité, de l'éducation et de la pérennisation de la mémoire des hommes et des femmes tombés sur le théâtre des opérations. Contrôleur général Djelika Diallo, secrétaire exécutif de la Fondation pour la Solidarité. Formation des veuves, leur dotation en matériel pour des activités génératrices de revenus, la prise en charge médicale de certains blessés de guerre et autres malades, la dotation en kit scolaire des orphelins, la dotation en kit alimentaire des familles démunies des militaires et des forces de sécurité à l'occasion de chaque Ramadan, mois de la solidarité, et chaque fête religieuse, l'aménagement des sépultures militaires tombées en opération dans les localités de Diré, de Djoura et de Sokolo, les baptêmes des rues et lieux en hommage aux forces de défense et de sécurité. Nous avons baptisé une rue au niveau de Kalabankoura au nom de la première femme porteuse d'uniforme tombée pour la nation. Elle était gendarme et elle s'appelait l'adjudant Soumankwe Samake. Avec la crise multiforme que notre pays traverse depuis une dizaine d'années et en première ligne les forces de défense et de sécurité, la Fondation pour la Solidarité souhaite le concours et l'accompagnement de chacun et tous pour sa pérennisation au bénéfice de nos soldats. Merci Ousmane Dao. 7h33 à Yanfolila et à Kifosso. C'est donc tout pour ce journal. Merci. Grand merci à Idrissa Damele, Ousmane Dao et Brahma Traoré qui m'ont aidé à la réalisation de ce journal, aux opérations techniques Mamadou Beydialo. La mise en ligne est assurée par Abdoulaziz Koulibaly. Présentation Sidiki Damele. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo avec Djeneba Doumbia, suivi des avis divers avec Fousseni Djara. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Fatoumata Kone pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour, c'est un proverbe écossais. Un petit feu qui réchauffe vaut mieux qu'un grand feu qui brûle. Oui, un petit feu qui réchauffe vaut mieux qu'un grand feu qui brûle. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.